Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. C'est votre rendez-vous économique du dimanche comme d'habitude et il a gagné en longueur, en complexité, en habileté, en amitié. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Maxime Lido. Au programme d'Oser, que c'était solennel. Vous avez vu, hein ouais. C'était extraordinaire. Mon cher Thomas, au programme d'Oser entreprendre ce matin. Je vais vous commencer par vous raconter l'histoire de la marque Edle, pensée par un Américain visionnaire. Et si vous voulez devenir un entrepreneur à succès, mais vous ne savez pas comment vous y prendre, nous sommes avec Martin Crégu, qui est cofondateur de Builder Factory et qui va nous expliquer la solution qu'il a imaginée pour vous, entrepreneurs en devenir. Et Benjamin Watti, notre consultant entrepreneurial, qui va nous dire si on peut gagner de l'argent en investissant dans une start-up. Vaste sujet et qui intéressera d'ailleurs notre invité. Ecorezo Business, le magazine de référence pour entreprendre, présente Sud Radio, Osez entreprendre, la saga des entreprises. Pour commencer ce dimanche avec vous, mon cher Thomas, on est totalement dans le thème de la météo, parce qu'aujourd'hui on s'intéresse à une marque française qui sent bon. Alors certes la nature, la boue et l'élégance rustique, c'était moins prévu. Aigle, mais ce que l'on sait moins, c'est que cette maison si française aujourd'hui est née d'un Américain. Et oui Maxime, parce que l'histoire commence en 1853 avec un entrepreneur visionnaire venu tout droit des États-Unis. Il s'appelle Hiram Hutchinson. Ce qu'il ramène avec lui, ce n'est pas une paire de bottes, mais un brevet révolutionnaire, la vulcanisation du caoutchouc, qui consiste, ce procédé, à rendre la matière à la fois souple, étanche et résistante aux températures extrêmes. Une révolution qui va chausser la France entière. Et cette botte iconique ne tarde pas à conquérir les campagnes françaises, s'il vous plaît. Oui, absolument. Et d'abord, c'est utilisé pour les travaux agricoles. La botte Aigle devient un symbole de liberté avec l'arrivée des congés payés dans les années 30, puis dans les années 60, l'usine d'Ingrande voit naître le modèle Bison, fabriqué à la main. Et en 72, c'est le coup d'éclat avec la fameuse botte Régate, bleue à bande blanche, lancée lors des JO de Munich. Mais Aigle ne s'arrête pas là. Dans les années 80, la marque entre dans le prêt-à-porter et ouvre sa première boutique à Paris. Et donc en réalité, si je vous écoute bien mon cher Thomas, on a une marque qui a donc su allier héritage, style et engagement. Mais aujourd'hui, où en est cette marque, la marque Aigle ? Plus engagée que jamais, Maxime. Depuis 2020, Aigle est devenue une société à mission. Elle mise sur l'éco-responsabilité, le Made in France et l'innovation textile. En 2023, elle a même dévoilé une nouvelle identité visuelle et en 2024, une version actualisée de son logo qui remet l'aigle au centre de la nature. Bref, Aigle continue de tracer son sillon entre tradition et modernité. Toujours les deux pieds sur terre, mais quand même la tête dans les nuages. Sud Radio, Osez entreprendre, l'invité. Notre premier invité, Thomas, c'est Martin Crégu, cofondateur de Builders Factory. Et Builders Factory, c'est un programme d'accélération ultra intensif, 28 jours en physique à Paris pour entrepreneurs en phase de démarrage, une sorte de formation accélérée. Absolument. Bonjour Martin Crégu. Bonjour Thomas, merci beaucoup de me recevoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer par vous citer. Vous dites que vous enfermez des entrepreneurs en devenir pendant 28 jours dans un lieu qui n'est pas gardé secret parce que vous nous en parlerez quand même. En quoi consiste le concept de ce que vous avez inventé ? Alors notre concept, il est assez simple. On enferme ou on réunit une cinquantaine d'entrepreneurs qui sont tous à peu près au même stade, c'est-à-dire qui démarrent leur aventure entrepreneuriale, pendant 28 jours en physique à Paris, dans notre lieu qui n'est pas secret, qui est dans le 17e arrondissement. Et l'objectif à l'issue de ces 28 jours, c'est de gagner du temps et de lancer son entreprise dans les meilleures conditions. Alors c'est une cinquantaine de personnes que vous sélectionnez, on verra comment et de quelle manière. L'idée, c'est de les amener vous les prenez d'une certaine manière à un moment donné de leur parcours, et votre idée, c'est au bout de 28 jours, ils doivent devenir quoi ? Nous, notre focus, il est sur les premiers mois de la vie d'un entrepreneur. On croit que ces 6, 12, 18 premiers mois, ils sont essentiels. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui l'invente, c'est les statistiques qui disent que ce qu'on appelle la vélocité, la capacité à avoir des résultats vite, est un facteur clé de réussite dans la vie d'un entrepreneur. On leur permet de gagner du temps, de bien s'entourer et de repartir avec un plan d'action sur les mois à venir. Alors on va rentrer dans le détail dans un instant, mais pour que nos auditeurs et nos auditrices comprennent bien le concept que vous avez inventé, quel type de projet, par exemple, on peut retrouver parmi ces 50, parce que vos promotions représentent à peu près une cinquantaine de personnes?
Alors nous, on n'est volontairement pas un programme qui se dit start-up, on est un programme pour entrepreneurs qui créent des entreprises et non pas des start-up. On aide les gens à créer de la valeur et non pas à aller lever des fonds ou créer des licornes. D'accord. Et donc on a évidemment aujourd'hui beaucoup de logiciels, d'applications, ce qu'on appelle des SaaS, et évidemment beaucoup d'IA. Mais on a aussi des entrepreneurs qui viennent faire des choses moins technologiques. Je pense à Dale qui lance un concept de fast-food suisse, ou à Lies qui monte un concept de salle de sport spécialisée dans le rameur. Donc on a une grande variété, une grande hétérogénéité de typologies d'entreprises. J'ai vu aussi une application de cartes de tarot par l'IA. Exactement, tirage de cartes. Oui, c'est très hétéroclite en fait. C'est très hétéroclite. D'accord. Alors comment se déroule une journée type d'un builder, puisque vous les appelez ainsi? La journée type, donc nous on est ouvert de 10h à minuit tous les jours, et quand il se passe rien, entre guillemets, on est un coworking, on est une communauté, on est même peut-être une coloc, puisqu'on a des chambres, on a une cuisine, on a de quoi vivre vraiment pendant 28 jours. Mais ils ont de la formation, il y a des gens qui interviennent devant eux. Tous les jours, l'après-midi, on a un workshop d'un expert de son sujet, donc un workshop, un atelier, qui vient sur l'un des sujets essentiels du 0 à 1. On en a une vingtaine en tout. On commence par ce qu'on appelle les fondamentaux, la discovery, donc la découverte de son utilisateur. Comment est-ce qu'on fait de ce besoin utilisateur une solution? Donc la deuxième semaine, on parle plutôt de produits, que ce soit un restaurant ou une application. Finalement, un produit, il faut qu'il réponde à un besoin. Ce qui veut dire que tous les après-midi, même les matins d'ailleurs, c'est très pratico-pratique, c'est pas de la théorie. On n'est pas à l'école, c'est ça que vous nous expliquez. Nous, c'est pas des professeurs qui opèrent ces ateliers, ce sont uniquement des experts, souvent des agences ou parfois des coachs ou des experts. La troisième semaine, c'est marketing et vente. La quatrième, c'est tout ce qui est lié à la levée de fonds au développement. Donc ça, c'est l'après-midi. Et le soir, ils passent leur dîner avec des experts, des entrepreneurs affirmés, qui ont réussi, qui viennent porter un témoignage, j'imagine, au passage. Voilà, alors vraiment l'après-midi réservé à l'expertise, et le soir, on reçoit que des entrepreneurs qui n'ont pas de verticale, je peux dire. Et là, ce sont des entrepreneurs de renom qui ont créé des grandes entreprises. On a reçu par exemple ce mois-ci les fondateurs de Superprof, de City Scout, d'Open Classroom, de StaffMe. Qui sont des entrepreneurs souvent de la tech, puisque aujourd'hui l'entrepreneuriat est souvent tech, mais pas uniquement. Typiquement, on a reçu 2 ou 3 fois Thierry Veil, le fondateur de Bagelstein, la chaîne de bagel, qui lui aussi vient nous raconter son parcours. Donc c'est une mixité effectivement dans tous les types d'entreprises. Alors Martin Crégu, 27% quand même des Français ont envie d'entreprendre, selon une étude qui a été réalisée par Opinionway, et pour autant peu franchissent le pas. Vous êtes parti de ce constat, j'imagine, peut-être pas de ces chiffres-là, mais de ce constat selon lesquels il y a une véritable envie, et pour autant, il n'y a pas une traduction. Donc, pour quelle raison, d'abord, il n'y a pas une traduction pour vous? Le constat, c'est qu'il y a une grande variété d'acteurs qui s'est développée autour de l'entrepreneuriat, des plateformes de financement, des fonds d'investissement, des accélérateurs pour passer de 1 million à 10 millions. Mais finalement, quand on regarde le paysage, il n'y a aujourd'hui pas de référence en France sur le 0 à 1. Si demain, Thomas, vous voulez lancer votre entreprise, vous démarrez de 0, personne autour de la table peut dire il faut absolument aller là-bas, en tout cas personne avant qu'on existe. Donc nous, c'est vraiment ce 0 à 1, ces premiers jours, ces premières semaines, ces premiers mois qui font notre focus. Et ce qui est important de dire, on l'a commencé à le dire tout à l'heure, c'est que vous n'êtes pas en concurrence avec les écoles. Votre idée, c'est de dire les écoles, c'est plus théorique quelque part, et nous sommes vraiment dans le pratico-pratique, c'est-à-dire que vraiment, c'est une immersion. Et c'est très important, votre histoire de 28 jours, en fait. C'est le fait de vraiment mettre des personnes dans un cadre très précis pendant toute cette durée. Oui, on n'est pas en guerre contre les écoles de commerce, même s'il y a probablement plein de choses à dire à propos d'elles. Je pense que l'école sert à apprendre, sert à comprendre, sert à connaître. Nous, on sert à faire, vraiment. Et je pense que la différence, elle est là. Alors, pour être concret aussi pour nos auditrices et nos auditeurs, combien ça coûte de faire une formation chez vous, de s'immerger avec vous pendant 28 jours? Ça coûte entre 1000 et 1500 euros en fonction de à quel point on s'inscrit, on postule vite. Du coup, la prochaine promotion commence demain, ce lundi. Exactement. Il reste des places? Il reste quelques places. On peut postuler jusqu'à ce soir minuit. Eh bien là, voilà, à qui veut l'entendre, vous pouvez postuler jusqu'à ce soir minuit. Est-ce que les porteurs de parts vont jusqu'au bout de leur projet ou changent d'idée en cours de route? Et ça sera ma dernière question pour vous. Nous, on aime bien dire qu'on aide les entrepreneurs à
réussir fort ou à rater vite. On croit qu'il y a aussi un problème en France sur le fait de faire durer les entrepreneurs trop longtemps. Les incubateurs français sont remplis d'entrepreneurs qui, depuis 2 ans, font 2 000 euros par mois. Nous, on aime et on est fiers d'avoir 20-30% de nos entrepreneurs qui n'y arrivent pas à la fin. On pense qu'on fait gagner du temps à leur boîte, mais aussi à eux. Ça, c'est le premier cas. Et le deuxième, c'est des gens qui changent de projet. Parce que finalement, ce contexte, cette communauté, elle aide à faire les bons choix et à sauter dans la bonne voie. Merci à vous. Merci beaucoup Martin Crégu d'être passé du côté d'Oser Entreprendre ce matin. Et je rappelle donc que vous êtes le cofondateur de Builders Factory. Sud Radio, Oser Entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Mon cher Thomas, pour clore cette première partie d'Oser Entreprendre, nous sommes avec Benjamin Watine, cofondateur de SoFund, plateforme de financement participatif pour entreprises et consultant entrepreneurial pour Oser Entreprendre. Et vous allez, avec lui, mon cher Thomas, nous parler de l'investissement précisément dans les startups. Oui, Maxime, on va donner un prolongement à notre échange avec Martin Crégu parce que actuellement, on vit quand même une période un peu particulière entre l'instabilité économique, l'incertitude fiscale et la fameuse taxe Zuckman qui a agité les esprits, même si elle n'a pas été en définitive votée. Benjamin, est-ce que l'investissement dans une start-up reste une bonne idée ? On peut se la poser la question. On peut se la poser en effet, c'est une excellente question. Justement, l'investissement dans les startups reste l'un des rares placements qui conserve ses avantages fiscaux. Aujourd'hui, investir dans les PME offre entre 18 et 50% de réduction d'impôts sur votre IR selon les dispositifs. C'est donc un vrai coup de pouce de l'État pour financer l'économie réelle et surtout l'économie productive si on fait référence à l'actualité. Maintenant, soyons honnêtes, sur 10 startups, 6 échouent, 3 survivent sans briller et l'une explose. Peut-être parce qu'ils ne sont pas bien formés au début. C'est possible. Notre invité. Donc c'est très risqué du coup, c'est ça ? Oui, et il faut le rappeler, il n'y a pas de haut rendement sans prise de risque. C'est surtout un investissement de long terme. Contrairement à la bourse où vous revendez en un clic, ici vous êtes engagé 5 à 10 ans minimum. Zéro liquidité, rarement de dividendes. Vous gagnez seulement si la start-up est rachetée par un fonds d'investissement lors d'un tour de table ultérieur, par un industriel ou si elle entre en bourse. C'est un argent qu'il faut savoir oublier en quelque sorte pendant plusieurs années. Alors du coup, Benjamin, quels sont les conseils que vous pouvez donner pour se lancer seureinement ? Parce que la sérénité, c'est quand même important quand vous business. Quelques règles essentielles, Thomas. D'abord, n'investissez jamais plus de 5 à 10% de votre épargne disponible et surtout pas l'argent dont vous pourriez avoir besoin. 2. Renseignez-vous. Comprenez vraiment dans quoi vous investissez. Fuyez les promesses, s'il vous plaît, de rendement mirobolant sur les réseaux. Diversifier, le maître mot, diversifier. En nombre de startups, comme en secteur, c'est la clé pour lisser le risque. Et enfin, privilégier les plateformes ou les fonds agréés AMF, c'est-à-dire l'autorité des marchés financiers. Mieux encore, celles et ceux qui investissent avec des professionnels. Leur expertise est une vraie sécurité, on l'a vu aussi avant. Enfin, et surtout, appuyez-vous sur des experts dans l'investissement non coté. Le tri des dossiers, c'est-à-dire le sourcing, est essentiel. L'accompagnement change tout. Merci Benjamin. Merci Thomas. Faites-le surtout, investir dans les startups avant que ce soit considéré comme de la fortune improductive. Exactement. Exactement. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant, mon cher Thomas, pour Oser Investir, la suite de votre rendez-vous économique du dimanche. Sud Radio, Oser Entreprendre, Thomas Binet.